je n'ai pas oublié que nous étions restés dans un suspense terrible, puisque j'étais en train donc de vous décrire ce qu'on appelle l'effet de Föhn, qui a été identifié donc dans les Alpes suisses depuis extrêmement longtemps, depuis le milieu au moins du 19e siècle, et c'est ainsi que je voulais décrit. Je vous rappelle l'expression très pittoresque que les météorologistes utilisent, c'est l'effet sèche-cheveux. Voilà. Donc, quand on habite ici cette vallée, eh bien, on vit donc un épisode très singulier, alors qu'il fait, bon, un temps, disons, mettons tiède, à la rigueur, et on voit donc se profiler en haut un mur de nuages qui reste stable et des vents très forts qui dévalent les pentes, des vents très secs, très chauds. L'humidité atmosphérique descend extrêmement vite, à des valeurs, j'allais dire, quasi désertiques, c'est-à-dire humidité relative à 30-40%, voire moins. Donc il y a un effet desséchant très très fort, et cet effet de Föhn peut durer 4 ou 5 jours. Je répète, dans le cas donc des vallées suisses. Ajoutez aussi la fréquence du phénomène. Par exemple, dans le canton d'Uri, où on a des statistiques très très anciennes, ça c'est la méticulosité suisse, eh bien, on a pu faire une moyenne sur 150 ans. Il y a des effets de Föhn, en gros, 60 fois par an. Donc, vous voyez, c'est pas anodin. Voilà. Donc, à partir de ce phénomène très particulier et qu'on pensait donc finalement très local, les observations ont fait on s'est aperçu que dans d'autres massifs montagneux, on avait l'équivalent. Quelque chose de moins fort, moins long, avec des caractéristiques un peu plus modérées, fort heureusement d'ailleurs. Non, vous n'êtes pas en retard, c'est moi qui ai finalement obligé tout le monde à déménager. Donc je répète, du coup, le phénomène a été détecté, en quelque sorte, repris dans d'autres massifs, donc dans les Pyrénées, effectivement. Il y a 30 ans, quand je suis arrivé ici, au pied des Pyrénées, j'ai découvert beaucoup de choses, et l'effet de Föhn en particulier, qui se manifeste par exemple au mois de février, bien souvent, ou janvier même, alors que pour les Alpes suisses, c'est plutôt au printemps et en automne. Alors on l'observe aussi en Alsace, sur la côte méditerranéenne, et au niveau de la chaîne des Puys, dans la Lozère, voilà. Il y a, alors toujours, je répète, en version atténuée. La version d'origine, c'est vraiment la version la plus forte en quelque sorte, la plus caractéristique. Dans les autres massifs montagneux, ce sont des versions plus modérées. Alors ce phénomène, finalement, n'est pas difficile à décrire. Il y a un point qui reste un petit peu en suspens en termes d'explication. C'est que, donc, que je l'ai dit, on a ici donc un air très chaud et très sec qui dévale en rafale. Bon, là, on a bien compris. La végétation grille, les animaux ont un gros coup de chaleur, les personnes aussi, d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est un peu perturbant, c'est que devant cet air chaud qui se met à dévaler le versant, il y a de l'air plus frais. Or, je n'ai cessé de vous expliquer que les airs frais, voire froids, sont plus lourds, sont un peu pesants, alors que les airs chauds sont instables et ont tendance à j'allais dire, partir plutôt en hauteur. Ils sont plus légers en tout cas. Alors là, on a un phénomène qui n'est pas lié finalement à la température, mais c'est un effet dynamique, c'est-à-dire que là, la dynamique de l'air prend le pas sur les paramètres de température. Il y a véritablement là une descendance d'air chaud qui est liée vraisemblablement aux ondes qui ont été formées au moment du passage de ce flux d'air. Le flux d'air ici pousse les hautes couches vers le haut, et s'ensuit un phénomène d'onde, et l'onde ici, vous voyez, a un creux, et c'est elle qui fait, j'allais dire, basculer, qui comprime en quelque sorte le flux d'air ici, et lui donne la force de pousser devant l'air plus frais qui est là. Mais ça reste quand même assez étonnant, finalement.
de voir là quelque chose qui ne correspond pas, j'allais dire, aux autres cas de figure. Enfin, voilà. Donc je ne peux pas, j'allais dire, en décrypter plus que cela. Bien, voilà, j'ai fait au plus clair sur cet effet de Föhn. Bon, ici dans les Pyrénées, donc version plus atténuée, mais qui peut perturber beaucoup, comme vous le savez, mieux que moi encore, la végétation notamment, qui croit que le printemps est arrivé, et puis c'est pas le cas. Bien. Voilà, donc ça c'était la petite annexe sur l'effet de Föhn dont je vous avais parlé. Et aujourd'hui, donc, on va s'attaquer, j'allais dire, à des morceaux assez consistants, les phénomènes météorologiques violents. Donc là, cette fois-ci, on va sortir du quotidien pour parler de moments tout à fait exceptionnels et des lieux exceptionnels aussi, puisque, bon, ces phénomènes météorologiques violents concernent peu, pas trop souvent encore, les latitudes tempérées où nous sommes. Mais bon, c'est-à-dire avec précaution. Alors, j'ai divisé ce chapitre en deux parties. La première partie, ce sont les phénomènes météorologiques violents qui sont liés au cumulonimbus. Il y en a deux sortes, les trombes et les tornades. Les trombes sont à la surface des océans, les tornades sont sur le continent. J'y viendrai. En rappel ici, j'ai refait le croquis donc de notre cumulonimbus familier pour mieux indiquer à quel point c'est une machine puissante, et notamment en termes donc d'aspiration de l'air ici. Et j'ai voulu aussi indiquer quelque chose que j'avais pas mentionné, c'est que dans un cunimbe il y a aussi un axe horizontal de mouvement du vent, c'est-à-dire un phénomène de rouleau, si vous préférez, à l'intérieur. Donc, le cumulonimbus, c'est un phénomène complexe et extrêmement puissant. Quelques éléments concernant les dimensions. Donc, je vous ai souvent parlé de la hauteur, ça peut aller jusqu'à 13-18 km, ce qui est quand même toujours impressionnant. Mais, par exemple, en ce qui concerne la largeur, un seul cumulonimbus peut faire 5 à 15 km de large. Voilà, ça vous donne, j'ai une idée du gabarit. Donc, si on associe ce gabarit avec le phénomène des vents aspirants, l'axe horizontal, vous avez ici les vitesses en mètres par seconde, eh bien on a là une machine donc thermodynamique qui est capable de faire des exploits, qui a une énergie considérable. Énergie donc qui déclenche les fameux phénomènes. Alors par exemple, je vais vous donner ses capacités, ses performances, on va dire. C'est comme une espèce de sportif. Ses performances par seconde. Par seconde, un cumulonimbus peut aspirer 700 000 tonnes d'air. Par seconde. C'est comme aspirateur, pas mal. Dans le même temps, évidemment, il peut aussi absorber la vapeur d'eau. Il peut en absorber 8800 tonnes, toujours à la seconde. Enfin, puisqu'il y a les précipitations, ça, vous le savez bien, eh bien, le cumulonimbus peut renvoyer vers le sol, donc sous forme de précipitation, par seconde toujours, 4000 tonnes d'eau. Voilà, pour quelques-unes des performances. C'est vraiment du sport de haut niveau, si l'on peut dire. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, déjà un orage ordinaire qui dure 1 heure ou 2, vous voyez déjà à peu près, quand même l'impact que cela peut avoir.
Je rappelle aussi, bien sûr, que tous ces mouvements font que les particules s'entrechoquent, les molécules s'entrechoquent, il y a ici les cristaux de glace, ici les gouttelettes d'eau, et tout cela aboutit à une électrisation aussi du nuage. Mais ça, bon, on en a déjà parlé. Ah, bon, voilà donc tous les phénomènes associés. Ici, j'ai rajouté peut-être au croquis que nous avions vu, j'ai rajouté cette indication d'air froid descendant, c'est-à-dire que l'air froid qu'atteint le nuage ici, à un moment donné, eh bien, il a tendance à descendre aussi en même temps que la chute des gouttelettes, bien sûr. Voilà. Ce qui fait que, évidemment, sous un orage, il y a un rafraîchissement assez net. Voilà. Bon, sur le descriptif, c'est suffisamment clair ? Bon. Alors, donc voilà pour le rappel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un objet de ce genre, eh bien, se trouve au-dessus de l'eau? Eh bien, quand il se trouve au-dessus de l'eau, on a ce qu'on appelle une trombe marine. Alors, je peux l'effacer? Oui? Oh non, vous l'aimez bien? Allez, bon, je vais effacer de ce côté. Alors, petit 2, donc, les trombes marines. Eh bien, à partir donc de ce rappel, comprendre les trombes marines n'est pas très compliqué. On a donc le cumulonimbus, je redonne ici sa base, qu'on appelle, voilà, donc le cumulonimbus avec sa base, qu'on appelle à ce moment-là le nuage mer. Voilà, c'est parce qu'il engendre la trombe. Voilà. Le niveau de la mer. Eh bien, donc, cette capacité d'aspiration qu'on vient de voir, eh bien, elle s'applique à la surface de la mer. Ce mouvement ascendant, qui est extrêmement fort, finit par déclencher ici la formation de nuages, et un mouvement d'aspiration dans le sens, alors rappelez-vous, c'est dans le sens cyclonique, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Oui, c'est bien ce que j'ai fait. Oui, c'est bon ? Oui, ça va ? D'accord. J'avais un doute. Voilà. Donc, la trombe marine démarre du nuage et descend, en quelque sorte, enfin je parle visuellement, quand on la voit se former, on la devine ici sous le nuage, et à un moment donné, elle aboutit à la surface de la mer, où bien sûr, elle va déclencher bien sûr des ondes au niveau de l'eau. Les vents dans cette trombe marine atteignent facilement, alors au minimum 70 km/h et au maximum 250. Voilà. Donc on a là une forme spiralée qui s'amincit vers la base, puisqu'elle démarre du nuage, et qui donc ainsi met en relation le ciel et la mer. Ces trombes marines se forment surtout aux latitudes tropicales, parce qu'il faut de l'air véritablement très chaud, une mer aussi chaude, beaucoup d'évaporation pour que ce soit favorable à une trombe marine. Il n'est pas exclu d'en voir sur les côtes françaises, côté Corse, voire même côté Bretagne. Alors, là, je vous ai fait un petit peu le modèle type, mais il peut y avoir des petites particularités. Par exemple, on peut voir s'amorcer sous le nuage la spirale sans qu'elle se termine, en quelque sorte. On a juste l'ébauche. Autre phénomène aussi, on peut avoir plusieurs trombes qui se forment sous le même nuage. C'est pas impossible non plus. Voilà, donc il y a des variantes en quelque sorte dans ces trombes marines.
Elles sont très très spectaculaires et bon, évidemment, il n'est pas conseillé de se retrouver quelque part par là, mais bon, fort heureusement, elles ont un déplacement latéral lent. Hein. Elles font quelques centaines de mètres. Elles font quelques centaines de mètres et il est extrêmement rare qu'elles atteignent la côte. Voilà. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une alliance en quelque sorte entre l'aspiration ici du cumulonimbus et tout l'air chaud et humide qui se trouve au-dessus de la surface de l'océan. Alors simplement quelques termes un petit peu particulier. Donc ici j'ai dit le cunimbe à l'origine s'appelle le nuage-mer. Ici on a, ça se voit d'ailleurs, des nuages en entonnoir. Dans la partie supérieure. Ici les spécialistes parlent d'un tube, un tube de condensation. Voilà, hein, pour que vous ayez les éléments. Ici, on parle de tube de condensation. Voilà pour ces trombes marines qui généralement, bon, à moins, je répète donc, d'être accidentellement vraiment visées, sont plus spectaculaires et photogéniques ou cinématographiques, si on peut dire, que dangereuses. Alors, le deuxième cas que j'ai annoncé, c'est le cas de la tornade. Donc cette fois-ci, nous allons être sur une surface continentale. Eh bien, la tornade est vraiment l'équivalent terrestre de la trombe marine. Elle a exactement la même configuration. Donc je ne refais pas le dessin finalement, hein, c'est pas nécessaire. Hein. On a toujours le nuage-mer, dessous les nuages en entonnoir, le tube et enfin l'extrémité qui arrive au sol. Alors par contre au sol, évidemment il ne se passe pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. Hein. Au sol, eh bien, il y a la végétation, il y a la construction, il y a des habitants, il y a des animaux, et donc tout ça, voilà, part en petits morceaux, hein, ou parfois même carrément en entier, hein, voilà, un petit avion, hein, voilà, une vache, voilà, je plaisante pas, hein, et tous ces débris forment ce que les spécialistes appellent un buisson. Voilà, c'est un nuage de débris en fait, qui est caractéristique de cette tornade. Voilà, j'aurais dû marquer ici petit 3 donc. Tornade. Alors en ce qui concerne les caractéristiques de vitesse ou de propagation, eh bien, le diamètre est plus variable que celui des trombes marines. On peut avoir des tornades qui font des diamètres de quelques dizaines de mètres. Mais ça peut aller jusqu'à des centaines de mètres. Le parcours est plus long généralement, il est plus long que celui des trombes marines, plusieurs kilomètres. Donc le parcours, là, s'exprime vraiment en kilomètres, ce qui est un vrai souci. Par contre, la durée de vie est courte, ça se chiffre en minutes, c'est de l'ordre de 15-20 minutes, pas tellement plus. Donc c'est un phénomène vraiment très court, très très court, mais extrêmement puissant. Alors,
comme pour les trombes marines, la localisation est particulière. La France n'est pas épargnée. La France n'est pas épargnée. Nous avons eu dans les années passées, même si on remonte loin dans le temps d'ailleurs, des phénomènes exactement de ce type-là. Mais ça ne se produit, j'allais dire, que vraiment occasionnellement. C'est pas, j'allais dire, un phénomène fréquent, heureusement, puisque nous sommes un pays, j'allais dire, densément peuplé, donc ça ferait des dégâts. J'ai fait des recherches pour la région ici. Alors, j'ai trouvé la présence, le relevé d'une tornade qui serait passée au niveau de Séméac et Tarbes le 2 avril 94. Voilà, ça vous dit quelque chose? Voilà, donc le 2 avril 94, à la limite entre Séméac et Tarbes, donc vers 19h15, vous voyez, je fais attention, voilà, il est passé donc une tornade en bonne et due forme, d'une largeur de 150 mètres, qui a parcouru 3 km 6, et avec des vents entre 135 et 175 km/h. Ce qui était vraiment quand même sérieux. Effectivement, voilà. Alors, à l'échelle de la région, j'ai regardé aussi dans l'évaluation des risques, le risque est faible. Le risque régional d'avoir des tornades est faible, c'est 1 à 2 par an. Voilà, donc on peut être à peu près serein là-dessus. Bon. Vous le savez, les toitures sont les premières victimes, les toitures et les arbres sont les premiers, bien sûr, éléments sensibles. Alors bon, la France, je le répète, est dans une position, somme toute, assez confortable. Mais vous savez sûrement qu'il y a un pays qui, lui, vit le phénomène d'une façon fréquente, très fréquente, et avec des dégâts qui sont, j'allais dire, qui peuvent être intenses, ce sont les États-Unis. Alors, on va voir d'un petit peu plus près ce qui se passe aux États-Unis et ce qui leur vaut des images télévisées relativement fréquentes, voire même, je crois qu'il y a des émissions spécialisées là-dessus, avec des chasseurs de tornades, voilà, qui sont là avec leurs véhicules et qui essayent de s'approcher. Vous avez dû voir ça comme moi, c'est assez spectaculaire. Alors, pourquoi ce pays vraiment est-il si concerné par tout cela? Alors, il faut peut-être très schématiquement, ça sera très schématique, un petit peu visualiser les États-Unis. Voilà. Bon, New York est à peu près là, voilà. Bon, la Floride. Bon. Alors, il faut quand même le visualiser parce que la question primordiale, c'est la question de la disposition des grands reliefs aux États-Unis. Vous avez ici l'énorme chaîne des Rocheuses, et ici une chaîne plus ancienne, mais bon, quand même assez notable, qui s'appelle les Appalaches. Et vous remarquerez que ces deux reliefs sont grosso modo nord-sud. Bon, les Appalaches sont un petit peu plus en biais, un peu plus nord-est-sud-ouest, mais c'est tout. Et ici, c'est à peu près plat. D'ailleurs, tout ce secteur-là s'appelle les Grandes Plaines, et là au milieu se promène, pas tout à fait au milieu, mais à peu près par là, se promène le Mississippi. Eh bien, ce dispositif-là, justement, est malheureusement propice aux tornades. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, au nord, le Canada, les zones polaires et arctiques, donc pas mal de froid. Alors, je mets 3- pour indiquer que ça peut être bien froid. Alors que ici, vers le golfe du Mexique, on est aux latitudes subtropicales et qu'on a de l'air bien chaud, évidemment. Il est fatal que les deux se rencontrent. Et les caractéristiques des deux masses d'air
sont effectivement si différentes que le choc crée des cumulonimbus, bien évidemment, et ces fameuses tornades. Donc, c'est au point que il y a tout un secteur ici, à l'ouest du Mississippi, qui s'appelle la Tornado Alley, l'allée des tornades. Tout un périmètre, en gros, qui part pratiquement de la frontière canadienne, qui descend jusqu'au nord du Texas. Et là, vous avez donc des tornades à répétition. J'ai regardé les statistiques pour l'année écoulée 2023. Hein, j'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé. Eh bien, on a eu en 2023 la troisième série la plus active en tornade depuis 1950, à savoir plus de 200. Plus de 200. Quelques-unes avec des grêlons géants. Ben oui, on sait que le CUNAM fournit les grêlons. Les dégâts matériels sont donc énormes. Maisons, réseaux électriques, etc. Les vents, donc, je répète, 150, 200 km/h. Il y a lieu de s'inquiéter, j'allais dire, pour cette région des États-Unis, parce que la période où se forment ces fameuses tornades a tendance à s'allonger dans le temps. Le pic habituel, on s'en douterait, c'est mai et juin. Donc ça commence en janvier-février. Il y a un pic qui arrive en mai-juin. Et puis, une petite diminution de fréquence à l'automne. Mais, je répète, l'inquiétude, c'est que, avec un échauffement ici de plus en plus fort, c'est que ce couloir des tornades s'élargisse, passe le Mississippi, et à partir de là, on a des zones beaucoup plus peuplées. Voilà. On a toute la zone des Grands Lacs ici. Ici, on a toute la mégalopolis. Bon, voilà. Donc, il y a une inquiétude, j'allais dire, vraiment géographique, là, dans le sens donc d'un élargissement du couloir concerné. Les États ici concernés le plus souvent sont le Dakota, l'Oklahoma, des États vraiment très peu peuplés. Hein. C'est le grand pays des ranchs ou bien des céréales à perte de vue. Voilà. Mais avec un habitat très dispersé. Mais à partir du moment où ça va aller beaucoup plus vers l'est, là, ça va être bien plus préoccupant encore. Alors que ça l'est quand même déjà. Vous avez pu voir des images. Bon, il faut aussi ajouter que la tradition américaine en termes d'habitat étant d'utiliser énormément le bois. Ces pauvres maisons en bois, évidemment, partent comme des allumettes, hélas. D'ailleurs, c'est pour ça que vraiment, on a l'impression que les petites villes ont été rabotées après le passage de ces fameuses tornades. C'est vraiment un lourd tribut payé à ces phénomènes-là. Voilà pour donc ce cas bien spécifique des États-Unis. Et je répète donc avec une inquiétude pour eux sur l'évolution, avec l'augmentation des températures de l'air et des températures aussi de l'eau dans le golfe du Mexique. Voilà donc pour ce deuxième cas donc de phénomène météo lié au cumulonimbus. Et puis on va aborder évidemment le cas le plus important et le plus redoutable, c'est la question des cyclones tropicaux. Tout le monde en a entendu parler.
Tout le monde en a vu des photographies, surtout des photographies satellites, qui sont effectivement très très parlantes. Alors, je vais à nouveau utiliser la deuxième partie, donc les cyclones. On va ajouter tropicaux pour être un petit peu plus clair. Ça signifie que, évidemment, ils concernent les mêmes latitudes, les latitudes tropicales. Un petit arrêt étymologie, d'où vient le mot cyclone? C'est grec, oui. C'est du grec kouklos, qui veut dire donc le cercle. Hein, c'est ce qu'on va retrouver dans bicyclette, etc. Bien, donc ça signifie le cercle, l'enroulement. Hein. Ces cyclones ont commencé à être décrits par les Européens à partir du moment où ils ont évidemment exploré cette fameuse latitude tropicale. Hein. Et c'est surtout à partir du 19e siècle qu'on a des archives, c'est-à-dire des relations un petit peu précises sur ces phénomènes-là. Pourquoi le 19e siècle? Eh bien parce que c'est la grande période de circulation des marchandises par voie maritime à l'échelle du globe, et c'est surtout donc c'est d'énormes navires à voile qu'on appelle les clippers à l'époque. Hein, c'est de gigantesques voiliers qui font des trajets très très longs sur les mers tropicales et qui sont à même, évidemment, bien sûr, de les rencontrer. Donc, grâce aux journaux de bord, aux descriptions donc faites par les commandants de ces navires, on a déjà des éléments d'appréciation. Bon. Ensuite, évidemment, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, vont venir tous les instruments actuels. Alors, maintenant, donc, à quoi ressemble un cyclone ? Alors, vous en avez déjà, bien sûr, quelques idées. Je vais le faire à la craie, parce que ça va être un peu plus facile, puisqu'il y a beaucoup de nuages dans ces sortes d'affaires. Alors, on va le voir en plan, bien sûr, comme d'habitude, et aussi en profil. Alors, en plan, eh bien, un cyclone présente trois parties. La première, ce sont des bandes nuageuses en spirale. Qui sont un petit peu effilochées. C'est-à-dire qu'on peut les dénombrer. Quand je dis effilochées, ça veut dire qu'on peut les dénombrer. Hein. Il peut y en avoir 4, 5, 6, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, bien sûr. Hein. On est toujours dans le même système. Il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et elles font chacune 2 à 4 km. Donc voilà, des bandes nuageuses qui s'enroulent et au fil des heures, leur nombre augmente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, évidemment, l'ampleur aussi sur plusieurs kilomètres. Ensuite, plus à l'intérieur, on a un ensemble compact. Cette fois-ci, on ne peut pas distinguer vraiment de bandes. Voilà, je m'amuse. Voilà. Là, on a l'anneau nuageux. Et au centre, vous le connaissez, l'œil. Voilà. Être dans l'œil du cyclone. Bon. C'est une expression qui a un certain succès. Alors, cet anneau nuageux, bien sûr, c'est là que se trouve la partie la plus active du cyclone. Cet anneau, il est extrêmement épais. Comme pour le cumulonimbus, il va jusqu'à la tropopause. Et comme nous sommes aux latitudes tropicales, ça veut dire qu'il va jusqu'à 16-18 km.
Ah, donc cet anneau nuageux monte jusqu'à 16-18 km de hauteur. Il fournit des pluies très abondantes. Les nuages sont des nimbostratus. Les pluies là-dessous sont extrêmement abondantes et s'y ajoutent des vents très violents. C'est-à-dire que là, on est à 150, 200, 250, voire 300 km/h. Sur une carte météo, j'allais dire, c'est impressionnant. Tous les isobars, alors les isobars sont très 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 nombreux et très 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 serrés. Hein, vraiment, c'est très impressionnant, puisque donc au cœur de ce système-là, eh bien, la pression est extrêmement basse. Que dire de l'œil du cyclone? Alors, son diamètre peut être un petit peu trompeur quand on voit les photos satellites. En fait, c'est un diamètre qui va en gros de 13 à 200 km quand même. Voilà. Hein. Donc la photo satellite sur nos écrans, elle est un peu trompeuse. On a l'impression que c'est un peu comme un cœur de cible, hein, voilà, pour du tir, etc. Non. Hein, bon, les plus petits, 13 km, mais ça peut aller jusqu'à 200. La tendance dans la vie d'un cyclone, parce qu'on va voir qu'il y a aussi une durée de vie de cyclone, la tendance de l'œil est à se refermer, à se réduire dans son évolution. Hein, au fil de son évolution, l'œil du cyclone diminue de taille. Et il est un petit peu plus grand en altitude. Hein, donc l'œil du cyclone ici est plus un entonnoir en quelque sorte. Pas autant que ce qu'on a vu sur les tornades, mais quand même. Alors ici, je vous ai tracé un œil, bon, presque circulaire, hein, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être ovale. Parfois même, ça peut se dédoubler. Et quelquefois, il n'y a même pas d'œil du tout. Il y a un voile nuageux. La caractéristique, la bizarrerie de l'œil, enfin bizarrerie à notre point de vue, c'est que les vents, ils sont faibles. C'est un temps calme. C'est un temps calme, il n'y a pas de précipitation. L'humidité relative n'est pas particulière. L'élément flagrant, bien sûr, c'est que la pression est extrêmement faible. Cela peut descendre jusqu'à 870 millibars. Voilà donc pour l'aspect en plan, donc les bandes nuageuses qui s'enroulent, l'anneau nuageux, l'œil avec ses petites variantes. Alors, je vais aussi faire un deuxième croquis en profil, parce que ça permet aussi de mieux comprendre comment fonctionne cette machine, et quand on abordera les explications, ça sera plus parlant. Alors, en profil, eh bien, je vais installer le cyclone au-dessus d'un océan, puisque c'est là qu'il se forme. Donc, premier élément. Et donc, en coupe, à quoi ressemble ce cyclone? Eh bien, on a quelque chose de ce genre. Voilà, c'est comme si on y était, comme si on avait tranché dedans. C'est un petit côté gâteau à la broche. Je viens d'y penser à l'instant, hein. Je vous assure que c'est pas prémédité, je viens d'y penser à l'instant. Hein. Alors, donc, comment est-ce que tout cela fonctionne? Eh bien ici, donc, on a des ascendances extrêmement fortes, une aspiration, l'œil donc
qu'on apercevait là-bas se trouve ici. Là, il n'y a pas de mouvement vertical, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement vertical. C'est dans les parties nuageuses qu'il y a les ascendances. Les nuages, donc, comme je l'avais dit, sont des nimbostratus, donc ils sont en couches comme ça. On dit aussi qu'ils sont en crêpe. Vous voyez, décidément, bon, vous comprenez pourquoi j'ai... Voilà. Alors, pour ceux qui se sont retrouvés parfois ici, dans l'œil du cyclone, eh bien, ils décrivent cette situation comme être au milieu d'un immense colisée de nuages, c'est-à-dire des murailles de nuages. Ils sont là, bon, le ciel est clair juste au-dessus, la mer est relativement calme, et ils sont cernés par des murailles de nuages. Voilà, ça doit être un peu inquiétant, je pense. Voilà. Donc, ciel bleu ici, vent faible, pression très très basse, voilà, le baromètre s'affole comme on dit, et par contre de chaque côté, donc, les vents extrêmement violents dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, comment est-ce que cet ensemble-là vit en quelque sorte? Eh bien, c'est un ensemble qui se déplace, qui a une vitesse horizontale. Je dirais, moi, j'aime bien utiliser la comparaison avec la toupie. Vous savez, ces toutes petites toupies en bois là qu'on fait tourner comme ça. Et si je me rappelle bien, eh bien, quand on les fait tourner, dans un premier temps, elles filent tout droit. Et puis après, elles hésitent, elles basculent et bon, pof, et ça s'arrête et il faut recommencer. Eh bien, le cyclone, c'est un petit peu ça aussi. Il fonctionne comme une toupie. À ses débuts, il a une trajectoire rectiligne. C'est ce qui d'ailleurs permet justement de pouvoir faire quelques prévisions. En l'observant minutieusement, on peut, j'allais dire, le cartographier un petit peu à l'avance. Cette vitesse est d'à peu près donc cette vitesse latérale, horizontale, c'est à peu près 20 km/h. Donc c'est, vous voyez, donc si on veut faire une prévision à 10 heures, à 12 heures, on a un tout petit peu de temps devant soi. Et puis, donc, nous sommes là entre les tropiques. À un moment donné, eh bien, la trajectoire de ces cyclones, bon, par exemple, on a ici l'équateur, là, mettons le tropique du Cancer, eh bien, le cyclone, dans un premier temps, progresse latéralement et puis il s'incurve. Sa trajectoire va s'incurver vers le nord. Ils ont tendance à utiliser cette trajectoire. Ils s'incurvent vers le nord, dans l'hémisphère nord, et là, leur vitesse augmente. Donc au départ, on est à 20 km/h, après ça s'accélère, 50-60 km/h. Et puis donc, il arrive dans les latitudes tempérées, ou subtropicales, bon, par exemple, ça peut être la Floride, ou bien ça peut être le Bangladesh. Alors que se passe-t-il donc en fin de vie d'un cyclone? Eh bien, on perçoit que les vents s'affaiblissent, mais par contre, les pluies restent toujours aussi abondantes. Donc, quand le cyclone est au bout de 5 ou 6 jours, s'il arrive à une côte, effectivement, eh bien, ces vents vont finir par se calmer, mais par contre, les précipitations, elles, restent énormes et elles durent plusieurs jours. Alors, ici, comme toujours par rapport à d'autres phénomènes, je vous ai fait un exemple type. Alors, vous doutez bien que dans la réalité, les exemples types sont plutôt rares. Par exemple, on peut, sur des images satellites, on peut voir, par exemple, l'ébauche d'un cyclone. On se dit, oulala, il y a quelque chose qui va se passer. Et puis non. Voilà, l'ébauche de cyclone va avorter, ne va pas aller plus loin. On peut en voir deux assez proches se former et se réunir.
Il y a toutes sortes de cas de figure possibles. Hein. C'est un monde plus varié que quelquefois ce qu'on croit. Voilà donc pour le schéma visuel et puis la vie en quelque sorte de ces cyclones, je le répète, qui évoluent sur plusieurs jours. Ça peut aller jusqu'à une dizaine de jours à partir du moment où on l'a bien identifié au départ et qui continue sa vie, j'allais dire, jusqu'à toucher les côtes. Alors, j'ai tout à l'heure prononcé les mots de Floride ou bien de Bangladesh. Alors, je vais faire un tout petit peu de localisation. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas ici de carte sous la main, mais il faut quand même un petit peu localiser tout cela. Parce que la localisation va nous aider aussi à trouver des explications. C'est dans ce sens-là que ça devient intéressant. Donc, ça c'était donc le premier point, je ne sais pas si je vous l'avais indiqué, donc c'est la description. Voilà. Maintenant, on va passer à la localisation. Alors la localisation, certaines nous sont tout à fait connues et familières, si l'on peut dire, enfin par procuration, familières parce que, on a des images assez précises, que ce soit les images satellites, que ce soit des images des dégâts au sol. Alors donc, toujours se rappeler qu'on ne peut être qu'en zone tropicale. Ça c'est l'élément de base. Alors la localisation la plus connue, bien sûr, c'est le continent américain. Alors, je vous ai parlé donc du golfe du Mexique, de la Floride, bien sûr les Caraïbes, la mer des Caraïbes, les Antilles. Voilà, ça c'est effectivement donc un secteur de cyclones fréquents. Au passage, je vous donne le nom anglais ou américain, comme vous voulez, de ces cyclones, les hurricanes. Et beaucoup moins connu de nous, il y a aussi le même phénomène sur la côte ouest du Mexique, c'est-à-dire côté Pacifique. Voilà. Voilà pour le continent américain. Donc je répète, ça c'est ce qui nous est le plus présent à l'esprit. Il y a quand même, toujours dans l'hémisphère nord, un autre secteur qui est très concerné, c'est l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est est extrêmement concernée. Alors, le sud du Japon, le sud de la Chine, le Bangladesh dont je parlais tout à l'heure, la côte ouest de l'Inde. En Asie, ce sont des... Comment les appelle-t-on ? Les typhons. Voilà. Voilà les expressions effectivement locales. Donc tout ça est dans l'hémisphère nord, hein, vous le voyez bien. Est-ce à dire que dans l'hémisphère sud, il n'y en a pas ? S'il y en a, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Vraiment beaucoup moins fréquent. Je citerai à ma connaissance donc la région de Madagascar, voilà, et le nord de l'Australie. Voilà. Mais comme souvent, bon voilà, dans l'hémisphère nord, nous sommes plus ignorants de ce qui se passe dans l'hémisphère sud, très 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 souvent. C'est bien dommage. Donc dans l'hémisphère sud, je répète, moins de situations du même type, mais quand même, bon, Madagascar, l'île de la Réunion, sont hélas dans le périmètre de risque, et puis éventuellement le nord de l'Australie. Le nord de l'Australie, on n'en entend pas beaucoup parler parce que c'est un secteur peu peuplé.
Donc finalement, je dirais pas que ça passe inaperçu, mais bon, forcément, ça a moins d'impact, fort heureusement. Voilà. Donc les cyclones tels qu'on peut les apprécier, tels qu'on peut les mesurer, les figurer. Maintenant, la question c'est de savoir pourquoi ça se produit et comment ça marche. Donc, troisième point, on va utiliser un mot savant. Voilà. On va appeler ça la cyclogénèse. Ça va faire très riche. Petit 3, la cyclogénèse, c'est-à-dire la formation des cyclones, hein, bien sûr. Alors, comment se forme et à quelles conditions se forme un cyclone? Alors, on va faire ça un peu comme si c'était une recette. Enfin, bon. Décidément, oui, non, il y a un truc ce matin, Alors. Bon, je vais quand même pas écrire recette. Voilà, on va dire pudiquement éléments nécessaires à la formation d'un cyclone. Voilà. Sinon, vous pouvez écrire ingrédients, c'est pas gênant. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut une source de chaleur sous forme de vapeur d'eau. Autrement dit, il faut une mer chaude. Mais quand je dis chaude, c'est bien chaud. Hein. En surface, 29 degrés minimum, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait de la chaleur sur une épaisseur suffisante d'eau. Il faut qu'il y ait en gros une épaisseur d'eau d'à peu près 120 mètres à 26 degrés. Voilà, donc si un jour vous vous baignez dans une eau à 29 degrés seulement en surface, vous ne craignez rien. Hein, voilà. Donc, je répète, 120 mètres d'épaisseur à 26 degrés. Ça, c'est l'élément de départ indispensable. On ne peut pas faire un cyclone sans ça. Bien sûr, pour que l'océan soit réchauffé à un tel point, bon, il faut bien sûr qu'il y ait eu une durée de chaleur suffisamment conséquente. Donc, dans l'hémisphère nord, eh bien, c'est souvent à la fin de l'été, hein, ça va être août, septembre. Et on a observé aussi une localisation particulière par rapport aux continents. Les zones à cyclones sont des zones qui sont sur les façades est des continents. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est est des États-Unis, sud-est asiatique. Alors, pourquoi façade est des continents? Eh bien, parce que là, on va faire intervenir un élément très important dans la climatologie et aussi d'ailleurs la météorologie, ce sont les courants marins. Il faut aussi, bien sûr, pour qu'on arrive à cette chaleur accumulée dans l'eau, il ne faut pas qu'il y ait un courant froid qui vienne d'un coup vous casser la chose. Et donc dans la circulation des courants marins, il y a les courants marins chauds et les courants marins froids. Les chauds, ils sont sur les façades est des continents. Voilà. Pour les façades ouest, c'est plus difficile d'obtenir la même eau chaude en quelque sorte, parce qu'il y a des courants froids. Par exemple, du côté Pacifique, il y a le courant de Humboldt, etc. Donc, évidemment, là, les conditions ne pourront pas être réunies. Et donc au Mexique, il y a un courant chaud qui vient sur la côte ouest. Pardon, je ne sais pas. Au Mexique, il y a un courant chaud sur la côte ouest. Alors oui, il peut y avoir aussi, effectivement, localement, des effets, là encore. Alors, tout dépend, là encore, de la direction des courants marins. Il y a des interactions très, très importantes. J'espère avoir le temps d'aborder la question de El Niño, d'ailleurs, justement. Voilà, dont on parle souvent à juste titre. J'ai prévu une annexe là-dessus. Voilà. J'espère qu'on aura le temps. Donc, une mer bien chaude en épaisseur. Donc, ça va donc obliger à une localisation sur la façade est des continents, là où il y a aussi les courants marins chauds, bien évidemment. Ensuite, il y a évaporation, hein, donc on a un taux d'humidité élevé.
au-dessus de cet océan, donc un taux d'humidité élevé. Et puis, un autre élément qui entre en ligne de compte. Bon, tout ça pour le moment, c'est clair. De l'eau chaude, de la vapeur d'eau au-dessus, en grande quantité, l'air chaud. Il faut qu'en altitude, quand j'ai altitude, c'est haute altitude, c'est-à-dire au niveau de la tropopause, il faut là que l'air, évidemment, c'est pas qu'il faut, il y a un air qui est, rappelez-vous, très froid. On est à moins 40, moins 50. Donc, pour que le cyclone se déclenche, il faut qu'il y ait entre la surface de l'océan et la tropopause la plus grande différence de température possible. C'est ce qu'on appelle le gradient thermique. Il faut qu'il y ait la plus grande différence de température entre le niveau de l'océan et la tropopause. Bon, tout ça, ce sont les ingrédients. Mais il faut un démarreur. La machine elle va pas partir toute seule. Alors là, ça a été plus compliqué à trouver quand même, cette affaire-là. Quel est l'élément déclencheur? Eh bien, l'élément déclencheur, c'est encore un autre paramètre de la météo et de la climatologie. L'élément déclencheur, c'est ce qu'on appelle le jet stream. Là aussi, ça fera partie du dernier chapitre sur la circulation atmosphérique. Alors, j'y reviendrai plus particulièrement, mais là, il est nécessaire quand même d'en parler. Qu'est-ce que c'est qu'un jet stream ou courant de jet? C'est un flux d'air. Tout à l'heure, on a parlé des courants marins chauds et froids. Eh bien, on pourrait dire que le jet stream, c'est comme un courant d'air à l'intérieur de la masse d'air totale. Ce jet stream, il se forme donc en très haute altitude, je vous l'ai dit, et c'est un courant aérien qui fait le tour de la Terre. Mais il ne le fait pas, bien sûr, de façon régulière, ça serait trop simple. Il le fait en ondulant. C'est un peu le serpent, le jet stream. Donc il tourne autour de la Terre à très très grande vitesse, mais en ondulant. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des traces de serpents dans le sable. On voit bien qu'ils appuient d'un côté et moins de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, le jet stream, il fait pareil. En circulant, il appuie tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Eh bien, d'après ce qu'on sait actuellement, eh bien, il semblerait que le jet stream, c'est une ondulation dans la trajectoire du jet stream qui favorise, qui est l'élément déclencheur. C'est-à-dire, alors c'est difficile un petit peu à figurer, mais imaginons l'espèce de tube que forme le jet stream, c'est une espèce de tube avec un flux donc à l'intérieur, mais ce tube donc qui ondule et qui à un moment donné va lâcher, moins appuyer sur un côté, et à ce moment-là, eh bien, ça va déclencher le phénomène de l'ascendance nécessaire pour que ce qu'on appelle le vortex se forme. Ah oui, on est dans l'invisible, là je suis embêté, mais là on peut cartographier le jet stream, mais alors le photographier, là on est encore coincé, bien sûr. En tout cas, à un moment donné, ce jet stream permet l'enclenchement de la machine ou du moteur du cyclone. En effet, à partir du moment où l'ascendance commence, eh bien, elle va se nourrir d'elle-même. L'énergie va se développer, eh bien, j'allais dire, comme un moteur qui se met en route et qui commence à fabriquer tout ce qui lui est nécessaire. Le cyclone, c'est une machine thermique qui transforme de la chaleur en mouvement. Pour employer des termes de mécanique qu'on ne s'attendrait pas à trouver ici.
le flux ascendant fournit le carburant. La vapeur d'eau emmagasinée se condense, donc empilement de nuages, et à chaque condensation, il y a une libération d'énergie, ce qui favorise la continuation de la condensation elle-même. C'est pour ça qu'on a des nuages en crêpe d'une autre. Est-ce que je me fais bien comprendre, hein? Voilà. Et enfin, il faut ajouter que, rappelez-vous ce qu'on a dit sur la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau. Plus un air est chaud, plus il peut contenir de vapeur d'eau. Donc là encore, puisqu'il continue à faire chaud, la vapeur d'eau emmagasinée est à nouveau très très importante. Et quand cette vapeur d'eau monte, elle va à nouveau se condenser, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est une machine, j'allais dire, qui est autonome, qui fournit sa propre énergie jusqu'à construire en quelque sorte tout l'ensemble. Voilà donc pour essayer de comprendre comment le cyclone gagne en énergie et puis surtout comment il la conserve. À la différence des tornades ou des trombes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont une vie éphémère, là on a quelque chose qui a une durée de vie tout à fait conséquente. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir en quatrième point. Oui, c'est bien ça. En quatrième point, on va voir donc plutôt un petit b. Allez, on va mettre un petit b. Voilà. Alors, l'évolution et le déclin d'un cyclone. Alors, quand le cyclone est tel que j'en ai fait un peu le croquis, on dit qu'il a atteint son stade de maturité. Donc, il y a l'anneau nuageux, il y a l'œil, etc. Voilà. Et il est dans sa trajectoire rectiligne. Là, il est dans son stade de maturité. C'est là qu'il a finalement son énergie maximale. Sa durée de vie minimum, c'est 3 jours. Et il y a eu exceptionnellement des cyclones qui durent jusqu'à 20 jours. Mais disons que la durée moyenne, là encore, c'est 6 ou 7. Grosso modo. Donc, pendant 6 ou 7 jours, le cyclone se déplace sur un trajet rectiligne en produisant des vents en rafale qui peuvent aller jusqu'à 360 km/h. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur les isobars très serrés. Alors, quand est-ce que la machine va enfin se calmer? Quand est-ce qu'elle va enfin perdre de l'énergie? Alors, qu'est-ce qu'on observe comme condition de déclin de ces cyclones? Alors, premier cas de figure, le cyclone reste au-dessus de l'eau, mais au-dessus d'eau moins chaude. Voilà, donc là, effectivement, là, il va perdre du carburant, et il va se calmer. Deuxième cas de figure, évidemment, c'est celui que nous, humains, nous observons le mieux, c'est quand le cyclone aborde un continent. Alors là, évidemment, il va décliner. Pourquoi? Parce que le continent, par définition, est beaucoup moins humide que l'océan. C'est même, j'allais dire, pire qu'une banalité. C'est donc une surface beaucoup moins humide. Et puis, si ce continent a quelques reliefs, eh bien, il y a un effet de freinage, bien sûr. Donc, un air beaucoup moins humide au-dessus d'un continent et un effet de friction, de freinage par rapport aux différents reliefs. Et à partir de là, eh bien, de façon presque surprenante, le mécanisme qui a été gigantesque va perdre très très vite toutes ses caractéristiques. C'est-à-dire que la pression petit à petit va remonter et tous les phénomènes que j'ai décrits qui forment le cyclone vont se défaire en quelque sorte très rapidement. La pression remonte, les vents faiblissent, la machine donc ralentit, sauf
sauf sur la question des précipitations. Ah oui, ça, les nuages gorgés de gouttes d'eau bien grosses, là, ceux-là, ils vont pas disparaître rapidement. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'on enregistre, bien sûr, des records de précipitations dans des très courts laps de temps. Donc des précipitations très abondantes dans un laps de temps extrêmement court. Alors comme toujours, hein, je suis allé à la recherche des records. C'est un peu, voilà, c'est un peu la tentation. Alors, à La Réunion, par exemple, La Réunion a subi pas mal de cyclones. Celui de 1952 est resté quand même dans les annales parce que en 24 heures, il est tombé 1870 mm d'eau, c'est-à-dire 1,80 m. Alors les pluviomètres, c'est plus la peine d'en parler. Hein, voilà. Donc, voilà les records auxquels on peut éventuellement s'attendre. Donc vous voyez qu'on arrive au mètre de précipitation. Hein. C'est des précipitations qui peuvent être, j'allais dire, l'égale des précipitations normales sur une année. Et là, ça va avoir lieu en 24 heures. Hein. Voilà. Donc ça aussi, ça a un impact, vous vous en doutez bien, extrêmement fort sur la vie humaine. Enfin, il y a une troisième possibilité qu'on connaît depuis moins longtemps dans le déclin d'un cyclone. Si, arrivant sur le continent et arrivant en zone tempérée, s'il y a de l'air froid en altitude. Voilà. S'il y a une arrivée d'air froid en altitude, là aussi, ça va réduire l'impact, la mécanique du cyclone. Alors, quels sont les effets d'un cyclone? Alors bien sûr, nous sommes, j'allais dire, relativement familiers des effets des cyclones quand ils arrivent sur le continent, ce qui est bien normal et légitime. Je voudrais quand même évoquer les effets avant, hein, c'est-à-dire tant que le cyclone est encore sur une surface océanique. Donc petit 4 cette fois-ci, voilà, 4. Voilà, les effets du cyclone. Alors on va commencer donc sur mer, puisque c'est là qu'il se forme. Alors c'est très intéressant ce qui se passe en mer, parce qu'il se passe deux choses. Alors on a affaire à une masse liquide, hein, donc ça a des réactions un petit peu particulières. Premier effet, à partir du moment où le cyclone est bien formé, il se forme ce qu'on appelle une houle d'ouragan. Alors, ça peut paraître mystérieux. J'ai une comparaison toute trouvée. La pierre dans l'eau. Hein, voilà. Hein, et une onde. Voilà, qui se propage. Alors, vous avez vu la machine cyclonique, hein, c'est sa puissance. Et donc, vous pouvez avoir une houle d'ouragan qui va se propager très très loin du cyclone d'origine, en quelque sorte, hein, qui en est à l'origine. Ça peut aller jusqu'à 1000 km, 1700 km. Donc on peut avoir une onde, une houle d'ouragan qui va fournir donc une vague particulière. Hein, comme le tsunami, par exemple. Alors non. Le tsunami, le terme doit être réservé à une onde liquide, je suis bien d'accord, une onde océanique, mais produite par un tremblement de terre au fond des océans. Alors, visuellement, ça peut se ressembler, bien, je suis d'accord, hein, mais au niveau de l'origine, non. Hein, donc, faut bien laisser les mots là où ils sont. Mais c'est vrai que, bon, ça, effectivement, on est là dans une onde qui se propage dans un milieu liquide, c'est bien la même chose. Cette houle d'ouragan
avant que l'on ait, j'allais dire, tous ces instruments de mesure, elle était assez utile quand même pour éventuellement prévenir de l'arrivée d'un cyclone. Ça permettait quand même de voir un petit peu, de voir qu'il se passait quelque chose au grand large et que ça pouvait éventuellement arriver sur l'île ou le continent. À l'arrivée à la côte, que produit cette houle d'ouragan? Eh bien, elle va momentanément, évidemment, surélever le niveau de la mer, mais pas comme un tsunami. Justement, ça prend pas les proportions d'un tsunami, maximum 1 mètre. Parce que forcément, elle a fait un long parcours, 1700 km, ou même ne serait-ce que 500 km. Bon, voilà, elle s'est quand même un petit peu calmée en cours de route. Bon, enfin, 1 mètre, c'est quand même déjà une problématique, mais rien à voir avec le tsunami. Et puis, c'est pas le seul phénomène. Ça, c'est donc le démarrage du cyclone et très loin du cyclone. Mais il y a aussi ce que produit le cyclone lui-même, en dessous de lui, en se déplaçant. Et ça, on appelle ça l'onde de tempête. Donc, sous le cyclone lui-même, il y a ce qu'on appelle l'onde de tempête. Donc, on est toujours en pleine mer. Et alors là, c'est assez intriguant. Eh bien, le niveau de la mer en pleine mer augmente. On a une espèce de dôme qui se forme. Et oui, puisque le cyclone est un gigantesque aspirateur. Donc les particules d'eau, évidemment, se soulèvent. Voilà. Et donc on a sous le cyclone une espèce d'énorme, énorme, en surface, un très grand dôme surbaissé en quelque sorte, qui peut aller jusqu'à 80-90 km de diamètre. Voilà. Et alors la singularité de ce dôme, bien sûr, c'est qu'il accompagne le cyclone. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, quand ce fameux cyclone va arriver à la côte, il va arriver avec son onde de tempête aussi. Et celle-ci, elle est bien plus méchante que la houle d'ouragan précédente. Voilà. Justement, quand le cyclone arrive à la côte, il peut se passer des choses très très diverses. Tout dépend de la configuration de la côte. D'abord, si c'est une côte plate ou en relief. En relief, ça va freiner le cyclone, la côte plate, ça va beaucoup moins le freiner, et à ce moment-là, il va continuer sur sa lancée beaucoup plus longtemps avec la même puissance. Donc, toutes les régions deltaïques sont évidemment très, très, très exposées. Delta du Gange, du Bangladesh, le delta du Mississippi, aussi. Donc voilà des zones forcément extrêmement exposées, elles sont basses, très humides, il n'y a rien pour freiner. Donc ces régions-là sont inversement, une côte rocheuse ou une côte avec un relief accidenté, avec des baies et des caps. Tout ça, ça va contrarier le cyclone relativement, rapidement, façon de parler. Ça va faire un effet de freinage tout à fait différent. Voilà pour un petit peu se situer par rapport à ces fameux cyclones. Alors on en parle toujours beaucoup de ces cyclones et on en parle d'autant plus, bien sûr, dans notre contexte actuel. Alors je suis allée un petit peu chercher les actualités, si l'on peut dire. Pour une fois, là, je vais essayer de penser à l'heure. Je vais chercher des actualités sur ce qu'on appelle la saison cyclonique. Alors, si vous voulez, c'est une forme de conclusion. Voilà, si vous aimez bien la structurer. En forme de conclusion, on va voir un petit peu ce qui s'est passé dans la saison cyclonique 2023 dans l'Atlantique Nord. Voilà, là aussi, c'est là qu'on a le plus d'informations. Ces informations sont données par l'OMS. Alors, la saison cyclonique 2023, elle s'est échelonnée du 16 janvier au 29 octobre. Donc vous voyez que c'est quand même très très large comme saison cyclonique.
combien de systèmes de cyclones tropicaux ont été enregistrés? Eh bien, 21. Voilà, donc, dans l'Atlantique Nord, entre janvier et octobre 2023, 21 systèmes tropicaux. Est-ce que c'est beaucoup ou pas par rapport aux années antérieures? Eh bien, en tout cas, c'est supérieur de 30% à la moyenne des années précédentes. Donc on est quand même au-dessus des moyennes que l'on connaît jusqu'à présent. Sur ces 21, il y en a fort peu qui ont atteint les côtes. C'est bien de leur part. Il n'y en a que quelques-uns qui ont abordé les côtes fin août et septembre. Vous voyez qu'on retrouve le calendrier dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a eu, au mois de septembre d'ailleurs, une curiosité, si l'on peut dire. Il y a 2 cyclones qui se sont croisés. Ça aussi, ça peut arriver. Hein. Voilà, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses aussi. Voilà, hein, pour la saison, ce qu'on appelle la saison cyclonique. Alors, si vous allez chercher des statistiques, les spécialistes, comme toujours, et comme c'est nécessaire, font des classements en fonction de l'intensité du phénomène. On va cataloguer en quelque sorte les cyclones. Alors il y a ceux qui sont en classement T, pour tempête, avec 5 niveaux. Il y a ceux qui sont classés cyclones et il y a ceux qui sont classés simplement dépression. Voilà. Donc on est dans le même processus, hein, bien sûr, à chaque fois, simplement c'est l'intensité, la force du phénomène qui fait la différence. Voilà. Pardon ? S'il vous plaît, quand 2 cyclones se rencontrent... Alors j'ai dit qu'ils s'étaient croisés. Leurs trajectoires se sont croisées. Exact. Rencontrés. Alors non, ils sont pas entrés en collision. Leurs trajectoires se sont croisées, ce qui fait que c'est surtout au niveau marin que ça a été assez chahuté, quoi. Voilà. Heureusement, ils ne sont pas croisés au-dessus d'un continent. Alors là, bon, ça c'est pour le prochain film Catastrophe. Hein. Ils n'ont pas encore eu cette idée-là. Hein. Il serait bien capable de nous le faire. Non, effectivement, tout ce qui est ondes d'ouragan et ondes de tempête dont j'ai parlé, là, ça a dû être assez agité, effectivement, hein, avec des ondes contraires. Enfin bon, ça a dû faire des jeux assez mouvementés, là, forcément. Hein. Non, ils sont pas en collision. Tout à l'heure, c'est à propos de la genèse des cyclones que j'ai dit que deux cyclones en formation, s'ils sont assez proches, vont finir par entrer pas en collision, mais finalement s'amalgamer pour n'en former qu'un seul. Ah, mais non, il n'y a pas de. Jusqu'à présent, on n'a pas enregistré de cas de collision. Chacun reste de son côté. Je vais terminer en rappelant une des catastrophes liées au cyclone, une des plus connues récemment. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit si je vous dis un cyclone meurtrier ? La Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, voilà, effectivement. Alors j'ai pris cet exemple donc du cyclone Katrina. Je vais vous en rappeler, parce qu'on l'a beaucoup dit à l'époque, évidemment. Je vais en rappeler quelques caractéristiques. Hélas, le cyclone Katrina, donc qui a frappé le delta du Mississippi et la ville de la Nouvelle-Orléans. Ce cyclone, donc, a une durée de vie de 8 jours, du 23 au 31 août 2005. C'est un cyclone particulièrement intense, classé en catégorie 5. Ça part de 1. Hein. Avec des vents de 280 km/h et une onde de tempête à l'arrivée sur la côte qui faisait 7 mètres. Tout ça dans une zone deltaïque, évidemment, donc c'est-à-dire à peine le niveau de la mer, évidemment.
Le bilan humain a été tragique, 1400 morts. Voilà. Et des kilomètres carrés de dégâts matériels. Et je voudrais terminer justement à l'appui de cela. Bien sûr, les services météorologiques américains sont sophistiqués, bien équipés. Effectivement, ils avaient indiqué l'arrivée de ce cyclone. Vous vous rappelez peut-être qu'une partie de la population avait fui la zone, j'allais dire, ce qui était un énorme problème aussi, sont restés sur place, ma foi, les plus pauvres. Hein, vous vous rappelez du dôme du stade là, et où s'était réfugiée la population. On voyait bien que c'était une population à majorité noire. Donc ces éléments naturels, bien sûr, ces événements catastrophiques naturels, font aussi ressortir dans nos sociétés les inégalités. Là, c'est une inégalité à l'intérieur d'un même pays, mais c'est vrai aussi à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'un pays comme le Bangladesh, qui est dans une situation au moins aussi risquée, c'est un delta encore plus énorme que celui de Mississippi, c'est beaucoup plus peuplé, et bien là, l'arsenal météo est moins important, et puis surtout les structures au sol d'accompagnement, évidemment, ce sont celles d'un pays en voie de développement, un pays pauvre, un pays qui est l'atelier, un atelier, mais le made in Bangladesh sur nos textiles, hélas, est extrêmement fréquent, et donc tous les pays ne sont pas à égalité face à de telles catastrophes. Voilà. Ne serait-ce même que par la médiatisation aussi. C'est ça qui est aussi fait partie du problème. Oui ? Qui donne le nom au cyclone? Ah oui. Ça, les journalistes télévisuels adorent jouer là-dessus. Alors, tout le monde s'était aperçu, évidemment, que bizarrement, on donnait à ces cyclones des noms de femmes. Bon, on se demande bien pourquoi. Si, on sait pourquoi, mais c'est pas grave. Alors après, donc, il a été décidé d'alterner. Voilà. Alors, il y a des conventions internationales maintenant. Des conventions internationales, donc, pour l'alternance masculin-féminin. Et pour bien sûr ne pas donner les mêmes noms. En fait, tout l'enjeu, c'est de faire très attention de ne pas donner les mêmes noms pour qu'on mélange pas les données. Donc, il y a des listes préétablies, et on pioche dans les listes préétablies dès que il y a un phénomène en question qui se produit. Maintenant, tout est planifié. Oui. Merci. Alors, justement, puisqu'on les baptise, c'est qu'ils peuvent revenir. Est-ce qu'il y a des prévisions tel cyclone se reproduit? Non. Ils ont leur individualité en quelque sorte. Hein. Ce qu'on sait, comme je vous l'ai indiqué, ce sont les secteurs de cyclogénèse, les endroits où potentiellement là, on sait qu'ils vont en toutes les chances de se former. On sait aussi que, par exemple, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, fin août, début septembre, au niveau chronologique, là aussi, on a le maximum de probabilité. Mais une fois qu'un cyclone a terminé sa vie, c'est fini. Il n'y a pas de chaînon qui pourrait être prévisionnel au fait qu'il se reproduise. Alors, si on superpose, et on l'a fait d'ailleurs, si on superpose les cartes des trajectoires des cyclones, par exemple, dans un même secteur géographique, effectivement, on va voir beaucoup de points communs. Par exemple, moi j'ai en tête plutôt ceux du golfe du Mexique, et effectivement, on voit, je dirais pas une autoroute, mais en tout cas des chemins qui se superposent assez évidemment. Mais ça reste quand même des phénomènes qui ont leur part d'imprévisibilité. C'est ça. À un moment donné, le cyclone, on ne sait pas pourquoi, va obliquer, ou au contraire va filer tout droit alors qu'on pensait qu'il obliquait, etc. C'est pas voilà. Alors il y a ce qu'on appelle les fameuses modélisations qui permettent justement de faire des prévisions, mais plutôt que prévision, on voudrait plutôt dire probabilité. Voilà, ça serait psychologiquement peut-être plus recevable pour nous, parce que prévision, on a tendance à croire que c'est du béton. Non, il est probable que, d'après tout ce qu'on sait, l'endroit où nous sommes et les exemples précédents, il est probable que le cyclone un tel arrive à tel endroit. Alors effectivement,
plus le phénomène s'approche de la côte, plus on va pouvoir être précis et dire attention, bon voilà, à telle heure, faudra que tout soit bouclé. À partir de ce moment-là, oui. Mais là encore, il faut tout un réseau de communication, de médias qui résistent, bien sûr, au vent, etc. Une population qui soit équipée pour se barricader, qui ait des abris. Bon, au Bangladesh, on a commencé à construire des abris en béton. Qui sont les abris anticyclones, en quelque sorte. Mais bon, il faut avoir le temps de s'y réfugier. Hein. C'est toujours la même question. Il faut avoir le temps. Ouais. Vous avez fait allusion à El Niño, là. Quelle est l'importance d'El Niño sur le développement alors, non. Il n'y a pas d'interférence, à ma connaissance, immédiate entre El Niño et la formation des cyclones. Alors, je vous ai prévu une annexe pour El Niño. El Niño, c'est un phénomène qui se déroule à l'intérieur de l'océan, mais forcément qui a des répercussions au-dessus. Voilà, des répercussions en termes de répartition de la sécheresse et des précipitations. Voilà. J'en dis pas plus, sinon vous ne viendrez pas à la prochaine séance. Alors, ça sera pas drôle. S'il n'y a pas de suspense, c'est pas. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.